belle occasion de commenter le moral économique des Français avec ces études de conjoncture sorties ce matin. Climat des affaires, enquête mensuelle selon les secteurs. Donc pour novembre 2023, on les commente avec vous, Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Donc climat des affaires. Alors les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils sont un petit peu plus positifs que ils sont plus positifs que le mois dernier sur l'évolution passée, mais quand ils regardent les mois à venir, là ils sont un petit peu plus pessimistes. C'est quoi? C'est le traditionnel pessimisme français? Comment vous l'expliquez? Non, le climat global. Oh non, parce que ça c'est pas traditionnel, parce qu'on les courbes, on les suit dans la durée, donc on peut voir leur évolution. Non, c'est assez morose dans la continuité un peu du mois précédent. Hein. Si on regarde le climat global des affaires, il était vraiment très bon en sortie de Covid. Il s'est ensuite érodé progressivement, notamment du fait de la crise ukrainienne. Mais elle était encore à la moyenne historique du climat des affaires, tous secteurs confondus. Là, en octobre et en novembre, on est passé en dessous. Donc c'est quand même une morosité qu'on n'avait pas vue depuis la sortie du Covid, en fait. Ouais, en dessous de la moyenne historique, notamment aussi pour le climat des affaires industrie. On a 99 en dessous de 100, mais on sent quand même une vraie décrue depuis effectivement la fin de l'effervescence après le Covid. Là aussi, comment vous l'expliquez? Alors on l'explique, il y a eu un rebond post-Covid à l'évidence, on le sait bien. Ensuite, il y a eu des craintes énormes suite à l'invasion de l'Ukraine et à la hausse des prix de matières premières, des prix d'énergie, etc. La catastrophe n'a pas eu lieu. Ce qui est un peu étonnant, je dirais, ou pas forcément intuitif, mais qui peut s'expliquer sans doute, c'est que c'est au moment où les prix ont reflué, c'est aujourd'hui maintenant qu'on a plutôt un climat des affaires qui s'assombrit, comme on le dit, on dit ça. Et alors même que le choc inflationniste, il est en train un peu de se dissiper. Mais il y a eu un événement dans l'intervalle, c'est qu'il y a eu une réaction à la hausse des prix, ce qui est la politique monétaire et la hausse des taux. Oui, c'est vrai qu'on va parler évidemment de l'inflation et l'impact des taux élevés. Mais alors, juste par secteur, on voit quand même une forte dégradation dans le commerce de gros, de détail, l'automobile, alors que la consommation, c'est justement ce qui nous avait porté par exemple cet été. Donc là, ça veut dire que la consommation des ménages va baisser? Alors la consommation, elle n'est pas très vaillante depuis plusieurs trimestres. On a eu un petit rebond à l'été, en effet. C'est juste estival. Alors, non, ce qu'on observe en gros globalement, c'est que les produits dont les prix ont monté, l'énergie et les produits alimentaires, la consommation a baissé sans qu'il y ait eu de compensation sur d'autres biens ou d'autres services. Donc on a eu une consommation étale et puis une consommation comme ça a été beaucoup commenté, une consommation de produits alimentaires qui a baissé. Nous, notre prévision était de se dire, puisque les prix vont se retourner, que les prix vont baisser, on va avoir un regain de consommation, notamment dans les produits alimentaires. On a eu ça cet été. Ce qui est un peu étonnant, c'est que, donc nous on s'attendait un peu à ce que le climat s'améliore. On va voir ce qu'il en est du climat de confiance des ménages en novembre, on le publiera que mardi. Là, ce qu'on publie ce matin, c'est les climats de confiance auprès des chefs d'entreprise. C'est vrai que dans le secteur de la consommation, c'est effectivement très morose. Très morose, et on n'a pas l'impression que la détente des prix qui a lieu un petit peu quand même, la détente de l'inflation, se traduise pas réveiller les consommateurs. En tout cas une intention de commande du secteur de la consommation, du secteur du commerce, que ce soit le commerce de détail ou le commerce de gros. C'est ce qui est le plus loin de la moyenne. Hein. Le bâtiment est encore un peu au-dessus de la moyenne historique. On sait que la construction neuve souffre beaucoup, mais il y a tout l'entretien, la rénovation qui maintient le bâtiment à flot. L'industrie et les services sont un petit peu, soit à la moyenne, soit un petit peu en dessous. Et c'est bien les deux secteurs du commerce, détail et gros, qui sont très en dessous de la moyenne. Et puis l'industrie, on va regarder par exemple, ce matin sont sortis les PMI flash, alors forcément ce n'est pas vos indicateurs, mais comment vous les regardez? Est-ce que c'est des indicateurs avancés? Donc comment est-ce que ça impacte les études de conjoncture que vous faites au mois le mois? Alors, il y a trois enquêtes. Hein. Il y a les PMI, il y a l'enquête de la Banque de France et il y a l'enquête de l'INSEE. Ce n'est pas exactement les mêmes questions. Est-ce que c'est par rapport au mois d'avant, par rapport à 3 mois, par rapport... Nous, il y a des études qui ont été faites pour savoir quel était le meilleur prédicteur. Là, ils sont en dessous des attentes ce matin. Globalement, j'avais l'impression, moi, que les enquêtes Banque de France et... Alors peut-être que je ne suis pas tout à fait objectif, que les enquêtes Banque de France et INSEE étaient un meilleur prédicteur de l'activité que les PMI, qui sont noirs depuis plus longtemps. Hein.
mais zone de contraction de 44,5. Donc nous, quand on fait nos notes de conjoncture, la prochaine, ça sera à la mi-décembre, elle portera sur le début de l'année 2024. On utilise nos outils qui sont nos enquêtes et qu'on a étalonnées depuis des années et qu'on utilise comme référence. Non, mais forcément, s'ils sont en zone de contraction depuis longtemps, non, mais quand il y a un message complètement contradictoire entre Enquête Banque de France et INSEE, ça arrive très rarement, et entre PMI et les autres, on regarde, mais ce n'est pas le cas actuellement. Qualitativement, c'est la même chose. On va parler d'inflation. Vous la voyez descendre depuis encore de combien? Là, on est à 4% en France, l'IPC, hein, par rapport à des prévisions données début septembre. Vous la voyez justement, vous aviez dit 4% fin du semestre, là 4% en octobre. Ça veut dire que ça va très vite, beaucoup plus vite finalement que ce qu'on pouvait. Non, alors il faut se méfier parce qu'il y a eu des hausses de prix d'énergie qui ont été très volatiles en fin d'année dernière. Les effets de base. Il y a eu des prix du pétrole qui ont baissé. Donc vous allez pouvoir voir que le glissement annuel, donc on compare le mois d'octobre au mois d'octobre 2022, on fera la même chose en novembre et en décembre. On va avoir des mouvements qui peuvent être un peu erratiques. Ça peut remonter, ça peut redescendre. Donc notre diagnostic qui est autour de 4 à la fin de l'année n'est pas invalidé, je ne pense pas. Après, tel que les choses se profilent, on devrait avoir une poursuite de la baisse de ce glissement d'inflation en cours de l'année 2024. Se rapprocher bien sûr de la cible de la Banque Centrale Européenne. Parce que si vous regardez c'est très bien de regarder le glissement annuel, mais si vous regardez les prix, l'augmentation des prix mensuels, vous voyez par exemple que ça fait 2 mois que les prix des produits alimentaires n'augmentent plus. Alors, sur le glissement, ça s'est lissé, ça a un effet d'inertie. Donc, les prix des produits alimentaires augmentent encore de plus de 9% par rapport au même mois de l'année dernière. Mais les prix des produits alimentaires n'augmentent plus. Et donc, si cette tendance se poursuit, elle devrait se poursuivre avec les renégociations de prix, on devrait voir une poursuite de prix très faible au mois le mois, et donc des glissements qui vont naturellement baisser. Et ça, nous, on publiera ça le 14 décembre, puisque pour l'instant, notre horizon de prévision s'arrête en décembre. Mais qualitativement, oui, la baisse de l'inflation devrait se poursuivre assurément les premiers mois de l'année 2024, sauf évidemment catastrophe géopolitique. Donc stagnation dans l'agroalimentaire, l'énergie qui baisse, les services en revanche c'est devenu le premier contributeur à l'inflation. Ça met combien de temps à redescendre dans les services historiquement? Alors c'est normal, les services c'est 50%. C'est ce qui a mis le plus de temps à monter. Non mais c'est 50% de notre panier de consommation, les services. Donc c'est beaucoup plus que l'énergie et l'alimentaire même réunis, puis aussi les produits manufacturés. Donc historiquement les services c'est toujours le principal contributeur de l'inflation. En plus, il y a plutôt moins de productivité que dans le reste de l'économie. Donc on revient plutôt à une situation normale. La situation un peu atypique, c'était lorsque l'énergie et les produits alimentaires étaient le premier contributeur à l'inflation. La crainte qu'on avait sur les services, c'était l'enclenchement de la boucle prix-salaire, parce que dans les services, les coûts salariaux sont vraiment importants. Ça dépend bien sûr des services, mais dans beaucoup de services. Et la boucle prix-salaire, parfois avec des bas salaires qui sont salaires, avec des indexations du SMIC sur les prix. Donc on pouvait. Comment vous mesurez l'augmentation des salaires là récemment? La crainte, c'était, je vais finir ma phrase. La crainte, c'était la hausse c'était que cette boucle prix-salaire et qu'il y ait un enclenchement un peu en emballement des prix des services. Et ça, les derniers mois, on ne l'observe pas. Donc effectivement, les services deviennent le premier contributeur. Parce que les prix, ça se normalise un peu dans l'alimentation et l'énergie. C'est le retour à une situation normale. On est autour de 3% de prix des services. Et la tendance est plutôt à minimiser le risque qu'il y ait un emballement du prix des services par la boucle prix-salaire. Les salaires, on les mesure régulièrement. On a amélioré d'ailleurs nos délais de publication. On est à 45 jours après la fin du trimestre. Et on a eu une surprise un petit peu avec une inflation, avec une évolution des salaires au 3e trimestre qui est un peu moindre que ce qu'on imaginait. De l'ordre de combien ? On pensait arriver à 5% en salaire moyen, y compris les primes, etc., à la fin de l'année. On n'y sera peut-être pas tout à fait. Voilà. Mais on est quand même au-dessus de l'inflation, donc il y a quand même... Là, on est actuellement dans la période où les courbes se croisent. Oui. Alors, naturellement, l'inflation s'est accrue la première, et puis les salaires suivent. Parfois, de façon réglementaire, le SMIC est indexé a posteriori sur la hausse des prix, du fait aussi des calendriers des négociations dans les entreprises, bien entendu. Et puis, à un moment donné, les courbes se croisent, parce qu'on négocie à partir de l'inflation passée, et puis l'inflation, elle est en retrait. Donc, on est à peu près à ce moment où on devrait plutôt avoir, l'an prochain, une petite hausse du pouvoir d'achat qui rattraperait
les baisses antérieures qu'on aura connues en 2022. Mais vigilance accrue sur l'inflation et la boucle. Oui, donc vigilance sur ces prix des salaires. Et encore une fois, pour l'instant, dans les derniers chiffres, pas vraiment de crainte sur cette boucle prix-salaire dans les prix des services. Bon, 2,9%, ça c'est le chiffre de l'inflation sur un an, le dernier chiffre de l'inflation. 4% en France l'IPC, mais l'IPCH il est quand même à 4,5% parce qu'il faut quand même signaler qu'en France on a l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, et l'IPCH harmonisés. Le gouvernement, lui, pour se comparer, il prend souvent quand même l'IPC. Pourquoi justement continuer de faire IPC, IPCH, alors que si on veut se comparer réellement, c'est plutôt l'IPCH qui est plus élevé et qui n'est pas à la faveur effectivement de ce que veut montrer le gouvernement. Oui, c'est une question un peu épouvantablement technique. Historiquement, l'IPC existait de toute éternité avec les conventions qu'on a là. Et donc, c'est une série qu'on suit régulièrement. L'IPCH est arrivé pour les besoins de la conduite de la politique monétaire. La BCE a dit, moi, il me faut un indice qui soit harmonisé avec des pratiques dans les différents pays qui pouvaient être un peu différentes. Donc, un des sujets, par exemple, c'est le prix de la santé. Est-ce qu'on prend le prix uniquement de ce qui reste à charge le ménage ou l'ensemble des produits de santé, même la partie qui est prise en charge par la sécurité sociale? C'est ça une des grosses différences. Bon, donc c'est pas anormal que pour les besoins de la négociation, du dialogue social, etc., on garde la norme qui était la norme historique du pays, et que pour les besoins de la politique monétaire, on ait un autre indicateur qui soit un petit peu différent. Quand le ministre de l'économie prend ce chiffre-là pour se comparer à d'autres pays en disant qu'on a l'inflation la plus basse de la zone euro, c'est quand même un peu induire les gens en erreur. Je ne sais pas s'il fait ça, mais moi, vous ne me mettez pas en porte-à-faux avec mon ministre. Mais les tableaux en général qu'on fait, on les fait dans les comparaisons internationales en utilisant l'IPCH parce qu'effectivement, c'est l'étalon commun. L'écart s'est réduit, hein, il est de 0,5. Il est de 0,5, c'est vrai pour ce mois-ci. Il était plus élevé auparavant. Et donc la croissance, le rebond de la consommation de plus 0,7% au troisième trimestre, c'est un rebond estival, ça a permis une croissance de 0,6% au troisième trimestre. Là, pour la fin de l'année, on devrait être plutôt en dessous, vous visez 0,9 pour l'ensemble de l'année. C'est la croissance du deuxième trimestre. Oui, 0,1% au troisième trimestre. On avait 0,1 au troisième trimestre, qui était du reste qu'on avait prévu dans la dernière note de conjoncture. On prévoyait, nous, dans notre dernier exercice de prévision conjoncturelle, on prévoyait 0,2%. Vous savez, la différence entre 0,1 et 0,2, on se rappelle les montagnes russes du Covid, on est maintenant dans des choses... Ça reste une stagnation quand même de l'économie. Mais on voyait encore une croissance faible, disons positive et faible au quatrième trimestre, 0,2. Quand on regarde les enquêtes de conjoncture, clairement, c'est plutôt, je ne sais pas ce qu'on va sortir le 14 décembre, mais on n'imagine pas en tout cas réviser à la hausse. On va dire comme ça. Et l'impact justement des taux élevés, donc la BCE qui a relevé fortement ses taux, qui va les maintenir très longtemps là, à 4%, ça freine l'investissement puisque ça freine les crédits en cours. Comment est-ce que vous analysez ça et justement, est-ce qu'on va voir les effets de décalage que promet la BCE? Est-ce qu'ils vont encore se voir les mois prochains? Oui, je crois qu'il faut distinguer deux sujets. On voit clairement l'effet déjà dans la construction neuve. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la construction neuve et pas uniquement les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt sont un des facteurs qui jouent sur la chute de l'activité dans la construction neuve. On le voit moins dans l'investissement des entreprises, qui a été assez résistant. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'achats de véhicules de flotte d'entreprises. Donc il est possible qu'on voit arriver l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur l'investissement dans les mois et les trimestres à venir. Oui. Et sur les marges des entreprises, vous nous confirmez que les entreprises ne sont pas mises plein les poches ces derniers mois, que les marges sont restées stables? Oui, ça va continuer? Oui, alors globalement les marges ont été stables. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une baisse du taux de marge en 2022, mais qui n'a rien à voir avec la baisse des taux de marge énorme qu'il y avait eu au moment des chocs pétroliers. On a fait cet exercice de comparaison. Au moment des chocs pétroliers, c'était à peu près des chocs de prix importés commensurables avec le choc de prix qu'on a eu en 2022. À cette époque-là, tous les salaires étaient complètement indexés et donc les marges des entreprises ont chuté. Et en 73-74, puis en 79-80. Elles sont arrivées à un niveau qui n'était pas soutenable et c'est le tournant de la rigueur. Et puis il y a eu le contre-choc pétrolier de 86. On n'est pas du tout dans cette situation-là puisque les marges ont un petit peu baissé, mais seulement un petit peu en 2022, assez naturellement. Les prix des matières premières ont augmenté. Il faut le temps qu'on répercute ça en aval dans la chaîne. Et puis, dans certains secteurs, c'est à mon avis le cas de l'industrie agroalimentaire, après avoir baissé les marges, il y a une reconstitution des marges en 2023. Mais rien qui soit pathologique et qui, en revanche,
si on veut voir le bon côté des choses, c'est que le fait qu'on ne soit pas dans les situations des chocs pétroliers, que les entreprises n'aient pas été emmenées dans une situation qui n'est pas soutenable, fait qu'elles peuvent aussi contribuer à la désinflation qu'on attend. Elles n'ont pas besoin de reconstituer des marges, ce n'est pas un frein à la désinflation. Et effectivement, si on peut espérer une baisse de taux à la fin du premier semestre 2024, elles vont se remettre à emprunter massivement? Oh, ça, je ne sais pas. Je ne m'entraînerai pas sur une prévision de baisse des taux et un horizon. Non, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que ce qu'on va avoir dans les trimestres qui viennent, c'est quand même plutôt l'effet sur l'investissement de la hausse des taux et du niveau des taux passés. C'est quand même encore le décalage, de vivre dans un niveau de taux d'intérêt élevé. Oui, les fameux décalages. On va parler d'une étude de plus long terme, la pauvreté. Vous l'avez sortie la semaine dernière. Alors c'est forcément sur l'année 2021 puisqu'il faut prendre plus de recul, mais le taux de pauvreté a encore augmenté, 14,5% contre 13,6% en 2020. Là, c'est une vraie dynamique qui est enclenchée. De hausse de la pauvreté, ou vous l'avez aussi expliqué, par la baisse des aides Covid, enfin l'arrêt des aides Covid. Oui, alors vous dites qu'il a encore augmenté, comme si c'était une tendance. Mais justement, est-ce que c'est une vraie tendance ou pas? Non, alors pas exactement. Dans le pays, les inégalités de taux de pauvreté sont contenues en fait dans une marge qui est assez étroite. Là, en 2021, on revient un petit peu plutôt au niveau relativement élevé de taux de pauvreté et d'inégalité qu'on a pu connaître au début des années 2010, après la crise financière. Mais ce n'est pas une tendance à l'explosion des inégalités du taux de pauvreté, comme je vois souvent dans les commentaires. Donc, mais on s'appauvrit tout de même. On sort du Covid, en 2021, donc on sort avec un taux de pauvreté qui est un peu plus élevé qu'en 2019. Voilà. Et des inégalités qui sont aussi un peu plus élevées. On l'interprète notamment parce qu'il y a eu des aides. Vous savez, en 2020, en 2021, tout le monde disait la pauvreté explose en 2020. En fait, ça n'a pas été le cas. Les aides ont été très ciblées et c'est plutôt en 2021 que le retrait des aides fait apparaître le taux de pauvreté en hausse, plus le contexte inflationniste, puisque les bas revenus, que ce soit les minima sociaux, les prestations, le SMIC, sont tous indexés, énergie, alimentation, mais ils sont tous indexés. Mais il y a un certain délai. Donc parfois, en 2022, il y a eu une augmentation anticipée des prestations au 1er juillet. Mais de toute façon, il y a toujours un moment où, avant la revalorisation, on perd du pouvoir d'achat parce que l'inflation est arrivée, que la revalorisation n'est pas encore arrivée. Donc c'est ça qu'on observe. Après, il faut toujours rappeler, ce que vous dites, est-ce qu'on s'appauvrit globalement? Le taux de pauvreté, c'est quelque chose qui est relatif. On compare, on regarde le revenu médian de l'ensemble de la population et le taux de pauvreté, c'est ceux qui sont en deçà de 60%. Si tout le monde voit son revenu, son pouvoir d'achat multiplié par 2, tout le monde, on a le même taux de pauvreté, évidemment. Tout le monde est 2 fois plus riche, mais on a le même taux de pauvreté parce que c'est un concept relatif. Ceci dit, ce qu'on observe aussi, et moi j'aime bien commenter ce chiffre parce qu'il est au moins aussi important, c'est on regarde aussi l'intensité de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un seuil, donc on franchit un seuil. L'intensité de la pauvreté, c'est vraiment l'écart au seuil de ceux qui sont pauvres. Donc c'est la marche à monter pour sortir du seuil, échapper au taux de pauvreté. Cette intensité de la pauvreté, elle s'est accrue aussi. Et elle aussi, elle est plutôt... Encore une fois, ce n'est pas une tendance à l'explosion décennale ou séculaire, mais elle est plutôt dans le haut des niveaux qu'on a pu connaître au cours des dernières années. Bon, on regardera ce que ça donnera donc pour la prochaine, donc ce sera pour le chiffre de 2022. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Merci.